Salut tout le monde, bienvenue dans Cycliste, le média destiné à tous les amoureux du vélo. Eh oui, on est à Paris pour l'instant. Je dis pour l'instant car nous allons prendre la direction des Hauts-de-France, rejoindre notre invité que je vous propose de découvrir dans le sommaire. Regardez ce qu'il vous attend tout de suite au programme dans ce numéro 2 de Cycliste et on rejoint tout de suite notre invité. Cette course sonne le début de la saison amateur. Entre compétition et ambiance festive, le circuit des plages vendéennes est un passage presque incontournable du calendrier. C'est le reportage de Cycliste. Lui aussi a couru les plages vendéennes, mais il est désormais cycliste professionnel. Nouvelle équipe, nouveau statut, nouvelles ambitions. Rudy Barbier nous a accueillis chez lui, à Grandvilliers. Et chez les Barbier, l'entraînement c'est en famille. Avec son frère Pierre derrière le scooter du papa, Rudy Barbier répète ses sprints. Séquence inside à retrouver dans ce deuxième numéro de Cycliste. Et ça commence maintenant. Et on a retrouvé Rudy Barbier. Rudy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi ici à Grandvilliers. On a remarqué que dans ton salon, il y avait un billard. Alors, on va constater tout de suite si tu es aussi bon sur un vélo que au billard. Mais d'abord, première question, j'ai envie de savoir comment ça va en ce début de saison. Ça va. J'ai eu la chance de ne pas avoir de pépins de santé cet hiver, de rouler dans les conditions clémentes. Les stages se sont bien déroulés, alors tout va bien. Je te laisse casser en premier pendant que je te pose une autre question. Première course et premier résultat avec le Tour de San Juan en Argentine où tu as fait deux belles places, 2 places de 6 avec un plateau énorme de sprinters. Satisfait, pas satisfait? Oui, on va dire que ça met en confiance. J'aurais espéré un podium. Les places étaient chères, étaient très disputées, donc voilà, ça fait toujours du bien de se mettre en confiance dans cette nouvelle équipe. Et voilà. Tu as changé d'équipe dans l'intersaison. Tu étais à AG2R La Mondiale Formation World Tour de Vincent Lavenu, formation française. Et tu viens de rejoindre cet hiver une équipe israélienne, l'équipe Israel Cycling Academy. Un choix peu banal. Pourquoi avoir pris cette décision? Pour continuer mon évolution, je vais avoir un petit peu plus de responsabilité chez Israel Cycling Academy. On a un projet commun, tout du moins, qui est d'évoluer dans la hiérarchie World Tour. L'équipe veut s'étoffer, moi j'ai envie aussi encore d'évoluer. Et voilà, comme je dis, c'est un projet commun, mais finalement un choix logique. Alors, Israel Cycling Academy, c'est une équipe finalement qu'on connaît très peu. Toi qui viens de la découvrir, est-ce que tu peux nous dire ton premier ressenti sur cette équipe? Déjà une équipe multiculturelle. Ouais, 18 nationalités. Ouais, 18 nationalités, donc c'est vrai que c'est une grosse boîte. Et voilà, mon premier ressenti, j'ai fait les stages, j'ai déjà maintenant fait 2 courses avec eux. Et j'ai hâte de nouveau de repartir les prochains jours. Bon, comment tu fais par contre avec 18 nationalités pour t'intégrer dans ce collectif et pour communiquer en course? La communication c'est assez important, surtout quand on est sprinter comme toi. Ouais, moi je parle toutes les langues, donc je vais pas... non. Les 18, ça y est, tu les maîtrises, c'est bon? Non, c'est l'anglais de toute façon et c'était ce challenge aussi pour moi d'apprendre la langue. Et il n'y a pas vraiment de barrière puisque chacun arrive avec ses difficultés. Et voilà, on a tous des petits couacs linguistiques, mais finalement ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et on a tous nos petits problèmes, mais ce qui fait que finalement on est tous tolérants et ça se passe super bien. Je te laisse jouer parce que je te vois pas beaucoup jouer. Je crois que tu as peur. T'en as mis 2. Oui, je sais. Mais justement, je crois que c'est pour ça que tu veux pas jouer parce que tu penses que tu vas perdre. La facilité ou pas? Allez, non, c'est pas gagné. On essaye. Faut jamais hésiter quand on est sprinter pourtant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Bien joué, bingo. Israel Cycling Academy va avoir un très beau programme avec des belles courses World Tour à son calendrier, notamment prochainement avec Milan-San Remo, avec Amstel Gold Race, avec la Flèche Wallonne et surtout le Tour d'Italie, le Giro. Alors question qui nous intéresse, est-ce que tu vas y participer? Est-ce que tu seras au Tour d'Italie? Je peux y prétendre, comme tu viens de le dire, l'équipe le fait. Maintenant, est-ce que je serai dessus? J'espère. J'ai pas encore le hockey de l'équipe. Mais j'ai envie de le faire. J'ai jamais fait une fixette sur les grands tours. Même quand j'étais à G2R, j'ai jamais émis le souhait d'y participer. T'en as jamais fait d'ailleurs, un 0 grand tour non, dans ta parce carrière. que déjà d'une, c'est tout simplement parce que je suis pas quelqu'un de très endurant. Ouais. Donc sur 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, je suis pas sûr d'être très performant. Mais il arrive l'heure de tenter l'aventure et puis du coup, à force d'y réfléchir au fur et à mesure des semaines, des mois, j'ai envie de le faire. Ouais.
Alors j'ai parlé aussi de Milan-San Remo, qui est le premier monument de la saison, auquel va participer ton équipe Israel Cycling Academy. Est-ce que tu y seras? Normalement, oui. Avant ça, il va y avoir l'ouverture des classiques flandriennes et on sait, voilà, avec le passé, que c'est très mouvementé. Il y a des chutes, il y a pas mal de choses. Il fait froid. Enfin, voilà, il y a plein de critères qui font que ça peut amener à être mis en difficulté. Mais normalement, oui, ça va. Normalement, oui. Et si tu y vas, je te le souhaite d'aller à Milan-San Remo, de le faire, est-ce que tu as l'ambition de remporter ce Milan-San Remo ou de faire une place? Je n'ai pas cette prétention, mais voilà, je vais y aller déjà dans l'objectif de découvrir, parce que c'est des courses qui se courent et qui se gagnent à l'expérience, comme les classiques flandriennes d'ailleurs, où j'ai une petite expérience là-dessus. Là, Milan-San Remo, je ne l'ai jamais couru, donc déjà dans un premier temps, le découvrir. Et forcément, si je suis encore là, au moment de basculer la dernière difficulté du jour, je me mettrai à rêver d'un résultat, mais pour l'instant, oui, si je le fais, c'est déjà dans le but de le découvrir. Rudy Barbier nous parle du premier monument de la saison. Eh bien, nous allons à présent parler d'un autre monument. Du moins, ça l'est peut-être pour le peloton amateur, puisque je veux parler des plages vendéennes. Beaucoup y attachent leur premier dossard de la saison et nombreux d'entre eux également y attachent beaucoup d'importance. Vous allez découvrir pourquoi dans ce reportage, les plages vendéennes, une course pas comme les autres. Baptiste Constantin, celui qui est champion de Nouvelle-Aquitaine. La voix des speakers, l'odeur de la buvette, les spectateurs. Les plages vendéennes, c'est retrouver l'ambiance particulière des courses de vélo. C'est une des plus belles courses déjà. On suivait le Tour de France et là on suit le tour des plages. Et on découvre des jeunes coureurs qui sont la limite des professionnels. Ah, c'est historique les plages vendéennes. Historique. Depuis 1987, cette course rassemble les meilleurs coureurs amateurs. Champion d'Europe dans les rangs juniors. Ce qui était à l'origine une course pour reprendre la compétition en douceur est devenu au fil des années une épreuve importante, voire marquante du calendrier. Les plages vendéennes, c'est quelque chose que je suis depuis que je suis tout petit. J'allais voir les courses quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai qu'être dans le peloton maintenant sur les plages vendéennes, c'est quelque chose de bien. Et c'est une belle course en Vendée, c'est une des plus belles qu'on peut avoir. C'est aussi le début de saison, donc tout le monde est là pour performer. Et ça représente beaucoup pour chaque coureur, parce que quand on marque des points sur les plages, ça lance la saison sur une bonne voie. Donc c'est vrai que c'est toujours un plus. Bien lancer sa saison, c'est ce qu'a fait le sprinter de la formation locale Vendée en remportant la première des 6 manches de cette course au point. Le lendemain, c'est le Nantais Yanis Issad qui empoche les 30 points de la victoire. Le team Nantes Atlantique récidive sur le dur parcours de Chantonnay grâce à Axel Mario. Avantage à Nantes jusqu'à ce que Vendée remette les pendules à l'heure lors de l'avant-dernière journée en signant un doublé avec Théo Menant et Clément Orceau. 2 victoires pour chacune des 2 grandes formations de la région. Vendée-Nantes peut être le match des plages. Effectivement, ces 2 équipes-là sont un peu rendues l'appareil. Vendée a gagné, Nantes a gagné. Peut-être qu'inconsciemment, il y a cette rivalité, mais je ne pense pas non plus que ça soit très très marqué. Nantes et Vendée ce qui font la rivalité, c'est qu'ils ont des très gros sprinters. Donc ça se joue pas mal. Après, non, je pense que c'est toutes les DN1, je pense qu'ils essayent d'aller chercher des beaux résultats dès le début de saison. Au total, 8 équipes de DN1 composent les 25 formations de cette course, que rêvent de s'offrir de nombreux coureurs. Au départ de la dernière étape au Poiré-sur-Vie, retransmise en direct sur écran géant, c'est le Nantais Yanis Issad qui est en tête du classement général. Et son équipe va tout faire pour qu'il remporte cette 33e édition. Top, c'est parti. On peut applaudir les 151 concurrents au départ. L'arrivée est relativement technique, c'est des arrivées qui correspondent bien à Yanis. Après, il était un tout petit peu malade hier, donc on va voir comment il répond aujourd'hui, mais avec le beau temps, ça devrait le faire. Voilà donc les 12 concurrents de tête. Devant, tu as 2 Vendée, Menant et Denis. Menant, il est dangereux, mais il a 25 points de retard, d'accord, donc c'est quand même largement faisable. Même si ça rentrait pas, Yanis, il fait quelques points. Donc, le peloton qui est revenu sur le groupe de tête il y a quelques instants. Il y a une légère cassure quand même en tête de peloton. Là, on le voit, attention, peloton coupé en 2 parties. On a 24 coureurs en tête, dont 3 de chez nous et surtout Yanis qui est premier pour l'instant sur les plages. Donc les Nantais ont bien senti le coup.
coureur du team Une Nantes Atlantique, je pense Joris Vincent, semble sorti avec quelques mètres d'avance. Là, il y a Joris Vincent puis Dorego d'Aubert qui sont ressortis juste après la jonction. Donc après, il y a un peloton groupé derrière. Ça fait, je pense, presque une centaine de coureurs pour un sprint massif si ça rentre. Donc j'espère que ça va surtout pas tomber et puis que Yanis va pouvoir faire son sprint. L'écart a changé 20 secondes. Écart 15 secondes. Bonjour. 15 secondes. 15 secondes. Toujours le 26 et le 160% Ça va être très dur. Allez Jojo, allez. 3 km de l'arrivée, le peloton à 18 secondes. Plus que 50 mètres d'avance pour les deux hommes de tête. Qu'est-ce qu'il nous faut, Jojo, là? Nous sommes à 800 mètres de la ligne. Plus que 20 mètres d'avance pour les deux hommes. Les hommes ont été repris bien sûr et c'est l'emballage final. Ça y est, c'est parti pour le sprint avec la formation Vendu aux avant-postes. Le Vendu peut-être pour aller chercher la victoire, peut-être la formation Vendu. Le Célamadier 93. Vendu ou Nantes. Où c'était chaud. Où c'était chaud entre Clémenceau. C'est très serré, mais en tout cas, on doit. Yanis fait 2, donc on remporte au moins le classement des plages. Le classement général des plages, donc c'est déjà une chose d'acquise. C'est une bonne journée pour nous, même si on est toujours déçu de faire deuxième. Là. On fait quoi, 2 ou 3? On fait 2. On fait 2, ouais. Ouais, c'est une bonne chose. C'est pas trop mal, il y a le général. Oui, il y a le général. 6e manche, 5e sprint massif. Le sprinter maison Clément Orso s'impose à quelques mètres de son domicile. La traditionnelle remise des chasubles distinctifs couronne Yanis Issad qui remporte le classement général du circuit des plages vendéennes, 6 ans après avoir remporté cette épreuve qu'il affectionne. C'est une grande course parce que déjà elle se trouve au début de saison, c'est vrai que ça fait 6 jours, là, 6 courses en élite et on y retrouve quasiment toutes les formations qu'on va retrouver tout au long de la saison, DN1, DN2, DN3, voilà. Donc ça reste une belle et grande course, elle a toujours été, il y a des années précédentes. Ça a pas perdu son charme et puis cette année on a eu de la chance avec la météo, donc on va dire que c'est la grande première des plages cette météo. En effet, les plages vendéennes sont habituées au vent, au froid et à la pluie, mais cette année le soleil brille, presque autant que cette épreuve, depuis tant d'années. Les plages vendéennes, une course décidément pas comme les autres. Rudy, toi tu as déjà participé aux plages vendéennes, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette course ? C'est la course de bordure, de sprint, donc en début de saison, c'est vrai que c'est une bonne course. En plus, c'est un classement général un peu spécial qui permet de ne pas toutes les faire. Donc aussi bien pour les jeunes qui sortent des rangs juniors, c'est vrai que c'est pas mal, ça permet de commencer la saison avec beaucoup de rythme et des sprints. Ouais. Alors pourtant tu es sprinter, mais tu n'as pas réussi à gagner une seule manche des plages vendéennes. Non, c'est vrai que sortie des juniors, j'étais tout de suite en première. Et le bain, il est quand même, à l'époque c'était une grande marche. Donc je me suis placé, j'ai fait plusieurs podiums, j'ai même fait 3e du général. Mais non, je n'ai pas gagné là-bas. Allez, revenons à présent au cyclisme professionnel, à ta nouvelle équipe, notamment Israel Cycling Academy, qui a l'ambition de participer au Tour de France dès 2020. J'imagine que cette ambition, elle t'a plu aussi. Oui, et c'est une ambition légitime puisque Sylvain, le propriétaire, un des 2 propriétaires de l'équipe, a les moyens justement de permettre cette ascension au World Tour. Donc c'est vrai que ça fait rêver, quoi. Tu penses que c'est jouable pour ta nouvelle équipe ? C'est plus que jouable, parce que comme je viens de le dire, Sylvain c'est quelqu'un à prendre au sérieux. Il a voulu le Giro à Jérusalem, il l'a eu. Il l'a fait. Il l'a fait. Et je pense que c'est des signes qui montrent qu'il faut le prendre au sérieux. Ouais.
Alors, il y a une formation World Tour qui s'arrête l'année prochaine, c'est la formation Sky. Et on a entendu quelques bruits de couloir, comme quoi Israel Cycling Academy pourrait fusionner avec la formation Sky. Moi, j'étais pas dans le couloir. T'étais pas dans le couloir. Donc, je l'ai pas entendu. Non, franchement, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait te voir coéquipier de Christopher Froome? Oh là, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est vrai que cette équipe s'arrête et que Israel Cycling Academy, justement, cherche cette ascension au World Tour. Donc, ouais, c'est possible. On va passer maintenant à présent à l'interview Bouche le trou. C'est parti. L'interview Bouche le trou, c'est très simple, Rudy. Je te pose des questions, je me mets à ta place et tu dois terminer mes phrases. Par exemple, la première, c'est si je devais décrire le coureur que je suis, je dirais que je suis un sprinter. Déjà. Sprinter, après, un coureur qui aime bien les courses à bordure, qui aime bien quand ça frotte pas mal et qui aime le final d'une course, quoi. Mon palmarès, je le trouve... Pour l'instant, plutôt correct. Il demande qu'à s'étoffer encore et je compte bien sur ces prochaines années pour l'étoffer. Cette année, mon objectif, c'est de gagner, déjà, plutôt à court terme, je veux dire très, très bientôt. Et puis voilà, ramener des points qui est l'objectif. Voilà, l'équipe m'a pris pour ça, donc il faut que j'aille chercher des points. Et donc c'est pas un objectif, c'est des objectifs, quoi. Ce qui a changé entre AG2R et Israel Cycling Academy, c'est mon rôle dans l'équipe, quoi. J'ai plus de responsabilités, on m'attend d'autant plus. Le meilleur sprinter français actuel, c'est Arnaud Demar. Ouais. Arnaud, je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, c'est pour l'instant en France le meilleur. Et moi, mon ambition, c'est d'être un coureur qu'on parlera même quand j'aurai arrêté ma carrière et dire du bien de moi. J'ai signé un contrat de 2 ans avec Israel Cycling Academy. Moi aussi. si je veux prolonger l'aventure, il faut que je performe, c'est clair, et que je sois sérieux comme je le suis depuis mes débuts. Je vais pas dire chez les pros, parce que même avant, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt sérieux. Après, l'hiver moins, mais en tout cas pendant la saison, ouais, je suis sérieux. Ouais. Sur le Giro, je veux aussi... Je vais faire des résultats, ça c'est sûr. Je vais performer. Ouais. Mais la course que je rêve de gagner, ça reste... Ouais, une étape sur le Tour, ouais, bien sûr. Étape sur le Tour en tant que Français, ouais. Alors Rudy, il n'y a pas que toi qui t'appelles Barbier dans le peloton, parce qu'il y a aussi ton frère qu'on va accueillir. Pierre, rejoins-nous. Pierre Barbier, donc coureur professionnel au sein de l'équipe Natura Forever à Roubaix-Lille Métropole. Avec un bon début de saison, pour toi tu as fait 3e sur la première étape de l'étoile de Bessèges. Ça met en confiance, ça j'imagine. On part sur de bonnes bases. 3e, c'est pas la victoire, mais c'est déjà, j'aurais signé avant le départ de la course pour une 3e place, donc c'est de bonne augure pour la suite. Alors messieurs, vous venez de passer un bon moment là récemment, c'était sur le tour de la Provence où lors de la 2e étape, vous êtes retrouvés dans la même échappée. Qu'est-ce que ça fait ça, Rudy, de se retrouver avec son petit frère au sein d'une échappée sur une course professionnelle? Ouais, c'est sympa, après l'occasion de rouler ensemble, on l'a tous les jours, mais en course c'est vrai que ça a une saveur particulière. Et puis voilà, on savait que ça n'allait pas finir au sprint, donc on avait tous les deux la consigne, chacun de notre côté, d'être devant, à l'avant de la course. Et on a réussi, on a jogué. Pierre, c'était prévu que vous vous retrouviez dans la même échappée? On en avait vaguement discuté, mais après, c'est jamais simple de se retrouver dans une échappée déjà. Donc à 2, c'était un peu du rêve. Mais l'intention d'être dans l'échappée, oui, elle était vraiment là pour nous deux, quoi. Vous êtes 2 coureurs un peu ayant le même profil, puisque vous êtes 2 coureurs rapides au sprint, 2 sprinters. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est d'être sprinter, Rudy? Il faut déjà avoir l'envie, pas avoir peur. Et voilà, je pense qu'il y a un moment, il y a un ego qui rentre en jeu. Et voilà, ne pas laisser sa place. Et voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça, c'est un cocktail de tout ça. Et aussi bien lui que moi, on l'a. Comment vous l'avez eu? Comment vous l'expliquez? C'est dans les gènes d'être sprinter ou vous l'avez travaillé étant jeune? On l'a toujours travaillé. Ouais. Le terrain aussi, ici, ne permet pas d'être grimpeur. Notre morphologie, en tout cas la mienne, non.
donc ne permet pas d'être grimpeur. Donc, ouais, On l'a travaillé aussi assez rapidement quand même. Dès chez les jeunes, on a voulu sprinter, rien que faire la pancarte du village, tout ça, ça a toujours été un petit jeu, quoi. Et puis au final, ça devient un métier. Alors justement, je vous propose, les garçons, de regarder ce que ça donne, un entraînement de sprinter. On vous a suivi lors de votre entraînement derrière scooter. On regarde cette séquence inside. On a fait 1h30 de rythme avec 3 sprints. C'était pas vraiment un gros entraînement, mais on va dire que ça fait des bons rappels après le Tour de la Provence où il n'y a pas eu de sprint et de rythme vu que c'était la montagne. Le final d'une course tout seul, c'est difficile de le reproduire et il n'y a que le scooter qui le permet. C'est très important en tout cas en tant que sprinter. Je savais que t'allais sortir. Tu m'as surpris. Et t'étais fort. Ouais, je pensais remonter plus vite que ça. On a la chance d'avoir notre père qui nous le fait très régulièrement. Bon, il a la gâchette facile, mais voilà, donc c'est une chance. Bon, ma mission accomplie. Ouais, une bonne chose de faite. Qui a gagné là? On vous a vu faire plusieurs pancartes, plusieurs sprints. Qui a gagné au final sur tous les sprints? Moi je me rappelle du premier que j'ai gagné, c'est sûr. Ouais, non, c'est pas sûr. Elle compte pas la première. Ouais, il en a eu deux, j'en ai eu une. Voilà. C'est quoi la différence entre vous deux? S'il y en avait une au niveau des sprints, notamment tu m'expliquais tout à l'heure qu'il a plus de giclettes, c'est ça? Ouais, c'est parce qu'il est plus jeune. Il a de la fougue. Non, il a un gros jump. Et ouais, il met tout de suite le vélo au démarrage. Et quand il le lance au bon moment, il le garde. Mais quand c'est un peu plus long, j'ai la chance de revenir. Mais il ne faut pas que la pancarte arrive trop vite, quoi. Allez messieurs, on passe tout de suite au face-à-face, c'est parti. Qui est le plus rapide au sprint? Moi. Honnêtement. Honnêtement, moi. Qui est le plus gros mangeur? Moi. Oui. Ah. Ouais. Ça se voit. Qui a la plus belle classe? Moi. Sur un vélo. Ouais, il est mieux posé. Moi. Il est mieux posé? Qui était le meilleur sur Pro Cycling Manager? Jamais joué. Jamais joué. Tu as joué un petit peu, toi? Ouais, vite fait, ouais. Sur FIFA? Moi. Ouais, non, je joue pas. J'étais plus gamer que lui quand même. D'accord. Je m'entraîne, moi, j'ai pas le temps. Il mange. Qui roule le plus des deux? Ah, peut-être moi, ouais. Qui frotte le plus? Lui, je pense. Ouais, je pense moi. Durant votre enfance, qui gagnait quand vous vous battiez discrètement dans la chambre? Lui. Carrément. Il a 50 plus. Et même maintenant. Qui est le plus mauvais joueur? Ah, toi, Ouais, moi. Ouais, moi, je pense. Tu l'avoues en plus. Ouais, si, je suis mauvais joueur. Mais il a cassé une queue de billard. Qui lèvera les bras en premier cette saison? Moi, j'espère lui. Ouais. Verra. Votre programme pour la suite de la saison, c'est quoi? Grand Prix Sama? C'est ouais, Grand Prix Sama, comme j'ai dit tout à l'heure, les classiques flandriennes. Ouais. Moi, c'est là j'ai Samin, Lillers, Denain, il y a Cholet, un peu les courses du calendrier européen. Il faut être bon pour gagner à Cholet. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné. Pour gagner à Cholet. Je pense que tu l'as gagné en 2015. Ouais, c'est ça? 2015 ou 2016? 2016 peut-être. 2016. Ouais. 2016, voilà, vainqueur à Cholet, Pays de la Loire. Merci Rudy de nous avoir accueillis chez toi. Merci également à ton frère Pierre Barbier, à qui on souhaite évidemment une bonne saison, tout comme à toi, à Rudy. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Cycliste. J'espère que ce numéro 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à la partager évidemment. Nous on se retrouve très rapidement sur la page Facebook Cycliste pour de nouvelles aventures et pour rencontrer de nouveaux cyclistes.